Je m'appelle Autumn Mitchell et je suis arrivée avec 17 minutes de retard au domaine Whitmore, la bouche encore pleine du goût métallique de ma course dans la dernière rue. Le hall d'entrée était un miroir de chêne poli et de regards sévères. La voix de ma sœur m'a transpercé les oreilles avant même que la porte ne se referme derrière moi, encore en retard. Autumn. Certaines habitudes ont la vie dure. Je gardais mon manteau un peu plus longtemps que ne le voulait la politesse. Afin de reprendre mon souffle, le lustre bourdonnait. Quelqu'un s'éclaircit la gorge. Je sentais encore l'odeur de la rue sur mes mains, le caoutchouc, le fer froide. La légère odeur d'huile provenant d'un essieu de fauteuil roulant que j'avais dû remettre en état sur le trottoir. Un majordome me fit signe d'entrer dans la salle à manger. Je suivis le bruit de l'argenterie contre la porcelaine et pénétrai dans une salle baignée d'une lumière chaude. Au bout de la table était assis un homme à la posture militaire et à l'immobilité qui rendait toute conversation difficile. Il faisait tourner une petite pièce entre ses doigts, dont le bord brillait sous la lueur du lustre. Mes poumons en oublièrent comment fonctionner. La pièce était à moi. L'homme était l'inconnu, à côté duquel je m'étais agenouillée sur le trottoir. Mais ici, tout le monde attendait qu'il parle, et c'était le père de mon fiancé. L'invitation était arrivée 2 semaines plus tôt, imprimée sur un papier épais qui sentait légèrement le cèdre, comme si les Whitmore voulaient que leur richesse soit tangible. Même sur le papier, je l'avais glissé dans la poche latérale de mon sac de travail, ne sachant pas si j'irais vraiment. Les dîners de famille chez le fiancé de ma sœur n'étaient pas vraiment mon truc, surtout depuis la dernière réunion où elle avait annoncé devant 20 invités que je n'étais pas faite pour réussir dans la vie. Mais ensuite, ma sœur Céleste m'a appelée. Son ton était si mielleux qu'il en était écœurant. Elle m'a rappelé le code vestimentaire, l'heure à laquelle nous devions arriver, et m'a dit qu'elle m'avait réservé une place où je serais à l'aise, ce qui, je le savais, signifiait loin des projecteurs. La façon dont elle avait insisté sur le mot « à l'aise » m'avait fait imaginer une place près de la porte de la cuisine. J'aurais dû refuser, mais j'avais accepté, car il y a des moments où l'on sent le sol se dérober sous ses pieds et où l'on sait qu'il faut être là pour comprendre pourquoi. Le matin du dîner, j'avais fini tard au travail, j'ai quitté le bureau en sachant que j'allais être à la limite. Et puis, à 3 pâtés de maison du domaine, je l'ai vu, un homme en costume, affalé dans un fauteuil roulant, une roue tournée vers l'intérieur. Les gens le contournaient en jetant des regards furtifs et en marmonnant, mais sans s'arrêter. Je me suis agenouillée, je me suis présentée et je me suis mis au travail. Mes mains étaient couvertes de graisse noire et le froid me mordait les jointures. La roue s'est remise en place avec un clic obstiné. Il m'a remercié doucement, d'une voix basse et sèche, comme s'il pesait chaque mot avant de le prononcer. Lorsque je lui ai proposé de l'accompagner, il a secoué la tête, a glissé une pièce de monnaie dans ma paume et a disparu dans la foule avant que je puisse protester. Lorsque j'arrivai au domaine Whitmore, mes paumes étaient encore légèrement tachées et mes cheveux ébouriffés par le vent. Le majordome jeta un regard insistant sur mon manteau avant de me faire entrer. Céleste m'attendait dans le hall, un sourcil levé. « 17 minutes de retard », murmura-t-elle. Assez fort pour que les invités dans la pièce voisine l'entendent. Certains d'entre nous respectent le temps des autres. Je ne répondis pas, car derrière elle, à la tête de la table, l'homme de la rue était assis, impassible, une pièce à la main, les yeux déjà fixés sur moi. Il semblait différent sous la lumière dorée du lustre, mais son immobilité était la même. Il dégageait une autorité qui n'avait pas besoin d'être exprimée, les épaules droites, le dos droit, le regard fixé. Ses yeux se posèrent sur les miens 1 seconde de plus que la normale, et je sentis l'air de la pièce se modifier. Céleste s'avança et passa son bras sous le mien, avec une poigne qui semblait plus destinée à me contrôler qu'à m'accueillir. « Autumn, voici notre futur beau-père. »« Whitmore, dit-elle d'un ton enjoué, bien que sa voix tremblât légèrement. Il est en avance ce soir. »« Whitmore ne bougea pas. « Nous nous sommes déjà rencontrés, dit-il simplement. Les murmures autour de la table cessèrent. Ma future belle-mère pencha la tête, curieuse. « Oh !» Lorsque j'ouvris la bouche, « M. » Whitmore prit la parole. Elle s'est arrêtée pour moi sur Whitaker Street. Elle m'a aidé à réparer ma chaise. Il parlait avec un air de sérieux désinvolte, mais ses mots trahissaient une émotion évidente, comme si ce simple geste m'avait placé dans une catégorie à part. Le sourire de Célestina s'estompa,
Elle finit par dire « Eh bien, c'est gentil », et elle me tira vers ma place. Je me glissai à ma place et constatai qu'elle était bien à l'écart de la porte de la cuisine. Elle n'était qu'à 2 sièges de M. Whitmore. Le dîner fut précédé de la conversation habituelle sur le temps, les voyages et les connaissances. Je répondis aux questions d'une voix calme, mais chaque fois que je levai les yeux, Whitmore semblait prendre des notes. Il posa sa fourchette et s'approcha de ma fiancée au milieu du 2e plat. D'une voix suffisamment forte pour être entendue, il a dit « Daniel, tu as fait un bon choix. » Le silence s'est alors installé à l'autre bout de la table, ici. Les minutes ne sont pas une unité de mesure. Sa générosité, c'est la mesure de son caractère. Une légère chaleur m'a envahi la nuque. Une carotte rôtie semblait avoir offensé Céleste, qui l'a piquée avec sa fourchette, le regard fixé sur son assiette. La conversation resta modérée pendant le reste de la soirée, perdant de son intensité. Malgré tout, je pouvais percevoir des indices subtils. Ma sœur était mal à l'aise. Mon fiancé était intéressé et Whitmore évaluait discrètement la situation. Au moment où nous mangions le dessert, j'avais déjà confirmé 2 choses. Premièrement, que le but de ce repas avait changé, et deuxièmement, que ma sœur était déjà en train d'élaborer un plan pour reprendre le contrôle. Se penchant vers Daniel, la mère de Daniel, Céleste murmura quelque chose qui fit se pincer les lèvres de la vieille dame. Son rire était plus aigu que le tintement du cristal. Quelques mots m'échappèrent, en retard, peu fiables, et toujours une histoire. Cela ressemblait à un vieux drame. Céleste évita toute confrontation ouverte avec moi. Elle semait subtilement le doute dans l'esprit des gens et observait les préjugés se développer. Elle le faisait lors du mariage de notre cousin, ainsi que lors de réceptions professionnelles et de réunions de famille. Cette fois-ci encore, elle ne remarqua pas que Whitmore était resté assis à table et, contrairement aux autres, ne participait pas à la conversation. Il s'éclaircit la gorge dès que le café fut servi. Attirant tous les regards vers lui, il commença par le mot « automne ». « Savez-vous pourquoi j'étais sur Whitaker Street ce soir ?» Ne sachant pas s'il s'agissait d'un test, je m'interrompis. « Non, je ne sais pas, avouai-je. J'étais là pour rencontrer quelqu'un qui a décidé qu'il était trop occupé pour attendre alors que j'étais en retard. » Son regard furtif se posa sur Céleste. Je me suis donc assis et j'ai attendu le genre de personne qui remarque celle que tout le monde ignore. Il y avait juste assez de bruit ambiant pour entendre le léger sifflement de la cafetière. Daniel pinça le nez en jetant un coup d'œil entre nous. « Je veux dire qu'elle a réussi un test ce soir sans le savoir, dit Whitmore. Pas un test que je lui avais donné, mais un test qu'elle s'était donné à elle-même par sa façon de vivre. Céleste serra plus fort sa cuillère. « Nous aidons tous quand nous le pouvons, dit-elle doucement. » Malgré le fait que ses jointures étaient blanches, il ne trouva pas de réponse. Au lieu de cela, il pencha la tête sur le côté et m'étudia avec autant d'attention que lorsqu'il marchait dans la rue. En fait, ce n'était même pas de l'adoration. Il y avait quelque chose de lourd dans son regard, comme s'il avait déjà pris une décision irréversible à mon sujet. Des questions sur mon travail, mes opinions et mon passé détournèrent doucement la conversation pendant le reste de la soirée. Je répondis en gardant le même ton. Cependant, le regard intense de Céleste me brûlait de l'intérieur. Malgré son aversion pour être le centre de l'attention, j'avais réussi à la lui voler ce soir-là. Whitmore demanda indirectement à Daniel et moi de rester lorsque les invités commencèrent à partir, mais son ton n'avait rien d'une requête. C'était la première étape d'un processus que je ne comprenais pas encore tout à fait. La salle à manger était déserte, à l'exception de l'arôme discret du café et du doux bourdonnement du lustre. Faisant semblant de récupérer ses affaires, Céleste attendait à la porte, les yeux rivés sur chaque mouvement. Whitmore ne dit pas un mot jusqu'à ce que le dernier manteau ait franchi la porte d'entrée. Daniel, peux-tu me laisser un moment avec Autumn ? J'acquiesçai et Daniel me lança un regard incertain. Il prit un moment pour poser sa main sur la mienne avant de sortir dans le couloir. Céleste hésita un instant, mais la réponse de Whitmore fut sans équivoque. Seule. D'un mouvement rapide, elle fit demi-tour et se mordit la lèvre. Il lui indiqua une chaise d'un geste. « Assieds-toi. » Mon cœur battait à tout rompre tandis que j'acquiesçais. « Vous ne saviez pas qui j'étais lorsque vous vous êtes arrêté pour moi ?»« Non, » répondis-je. « Vous sembliez avoir besoin d'aide. J'étais satisfait. Après m'avoir longuement regardé,
Il finit par acquiescer. C'était inhabituel. Beaucoup de gens n'agissent que s'ils ont quelque chose à y gagner. Mon nom est... Mon histoire et ma gratitude n'étaient pas ce que vous recherchiez. Vous avez simplement agi. Ne sachant pas quoi dire, je me tortillais sur ma chaise. J'ai construit ma vie dans des salles de réunion où les gens font semblant de s'intéresser aux autres, dit-il. Je respecte désormais davantage les gens pour leur capacité à se comporter spontanément. Quelqu'un a essayé de vous rabaisser avant même que le dîner ne commence ce soir ? Vous êtes resté ferme sans vous abaisser à leur niveau, et je l'ai bien vu. Je n'étais pas préparée à la lourdeur de ses paroles. Il s'est approché, la voix tremblante. Je soutiendrai ceux qui ont gagné ma protection. Cette protection pourrait s'avérer utile très bientôt. Tout n'est pas ce qu'il semble être dans cette relation. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Que voulez-vous dire ? On murmurait quelques voix étouffées, alors qu'il se levait et jetait un coup d'œil vers l'entrée. Pas ici, mais le moment venu, souvenez-vous de ce que je vous ai dit et souvenez-vous que vous avez déjà un allié, Céleste, dont le sourire crispé trahissait sa tentative de cacher son agacement, et Daniel arrivèrent juste au moment où j'allais poser d'autres questions. Alors que nous nous dirigeons vers l'entrée, M. Whitmore se leva et me tendit le bras. Même s'il s'agissait d'un geste très traditionnel, il servait de barrière protectrice à ce moment précis, malgré l'air frais de la nuit. Mes pensées se bousculaient dans ma tête, sans réponse, sur le chemin du retour. Daniel posa doucement sa main sur la mienne, comme s'il sentait l'angoisse qui montait en moi. Chaque flou doré des réverbères éclairait son profil au passage. Ce n'était pas le moment de lui poser des questions sur les paroles de son père, mais son expression le trahissait. Lorsque nous sommes arrivés à notre appartement, Daniel avait déjà versé 2 verres d'eau et posé ses clés sur le comptoir. « Tu as été formidable ce soir », a-t-il fini par dire. Papa met du temps à se sentir à l'aise avec les nouvelles personnes. Il a été impressionné par ton attitude. Je n'essayais pas de l'impressionner, ai-je répondu avec désinvolture en prenant mon verre et en le posant sur la table. Je sais, c'est justement pour cela que ça a marché. Malgré ses assurances, mon cœur continuait de battre la chamade. Il y a peut-être plus que ce que l'on voit dans cette relation. T'avais prévenu ton père ? Tu comprends ce qu'il voulait dire ? Il attendit un instant avant de confirmer que oui. Il y avait beaucoup de choses en jeu. Tout le monde dans ma famille avait un avis sur mon futur conjoint, mais Céleste en particulier. Leur intention était de te forcer à partir, même s'ils ont eu tort ce soir. Cela ne signifie pas qu'ils abandonneront. Sa franchise était à la fois déconcertante et rassurante. Donc, ce n'est pas fini, il admit. Non mais... Puis précisa. Mais tu n'es pas seul. Au cours de la semaine suivante, je commençais à remarquer de petits changements. Les gens cessaient de parler lorsque j'entrais dans une pièce et les autres mettaient plus de temps à répondre à mes emails. Céleste encourage l'acceptation sociale. Ce schéma d'isolement déguisé en attention était quelque chose que j'avais déjà observé dans ma propre famille. La première fracture importante a suivi. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu alors que Daniel était en déplacement professionnel. La femme qui a répondu au téléphone s'est présentée comme une enquêtrice de l'équipe de sécurité de M. Whitmore et est restée calme et posée tout au long de la conversation. Elle voulait savoir si je pouvais la rencontrer rapidement. Le lendemain, nous avons prévu de nous retrouver dans un café tranquille. À mon arrivée, la pièce a été fouillée de fond en comble à la recherche d'éventuels observateurs. L'enquêteuse était calme mais directe lorsqu'elle est entrée. Elle a posé un dossier fin sur la table, s'est glissée sur la chaise en face de moi et m'a dit « Ce que je vais vous montrer concerne votre sécurité et votre avenir au sein de la famille Whitmore. » Le dossier était comme un fil électrique entre nous. J'ai compris qu'elle voulait planter le décor avant même que je voie ce qu'il contenait. Alors je me suis abstenue de le prendre tout de suite, au point que le bruit de fond du café couvrait presque son nom. Je m'appelle Karen Holt, a-t-elle dit. Je participe à des enquêtes pour le compte d'entreprise. Le père de votre fiancé a porté à mon attention certaines activités financières et autres activités étranges impliquant la famille Whitmore. Je grimaçais. Et en quoi cela me concerne-t-il ? L'expression de Karen s'adoucit légèrement. Parce que vous faites désormais partie du tableau qu'ils essaient de contrôler, des mesures ont été prises pour vous discréditer. Discrètement au début, des rumeurs ont été répandues aux bonnes oreilles. Des vérifications d'antécédents ont été poussées au-delà de ce qui est légal et vous avez même été surveillé. J'avais l'impression que ma poitrine allait exploser. Surveillé. Elle acquiesça. Ils veulent un moyen de pression
Et s'ils ne trouvent pas, ils essaieront d'en créer un. Après avoir insisté, Karen me tendit le dossier. Vous trouverez ci-dessous les premiers résultats. Vous trouverez ici des informations sur Céleste, qui va devenir votre belle-sœur. Certaines concernent d'autres personnes. Méfiez-vous de ceux à qui vous accordez votre confiance. Vous préviens-je, même si ce n'est pas mon travail de déchiffrer tout cela. Lorsque j'ai ouvert le dossier, j'ai vu des photos, des documents financiers et des commentaires rédigés dans un style laconique et impersonnel. Une photo qui ne voulait pas bouger montrait Céleste et un homme inconnu dans un restaurant chic, avec un gros paquet poussé sur la table, sous prétexte de gains financiers. Elle a fourni des informations à un adversaire, murmura Karen. La trahison de sa famille n'est qu'une partie de l'histoire. Cela pourrait être considéré comme illégal, et elle t'a impliqué dans l'une de ces conversations. Je m'agrippais au bord de la table pour ne pas tomber. La pièce semblait légèrement penchée. La voix de Karen me fit sursauter. « M. Whitmore pense que vous devez vous préparer au pire. Il m'a expressément demandé de vous informer qu'il vous soutiendrait si vous étiez prêt à agir. Mais en fin de compte, la décision vous appartient. » Mon cœur reprit un rythme plus normal et plus calme, et je refermai le dossier. Dites-lui que je comprends, et que je n'attendrai pas qu'il fasse le premier pas. Sans se retourner, Karen poussa une carte sur la table, hocha brièvement la tête, puis s'éloigna. Pendant les 5 minutes qui suivirent, je restai assise là, essayant de mémoriser chacune des photos. Je ne recontactai pas Daniel après cela. C'est M. Whitmore qui reçut mon appel. Lorsque j'ai appelé M, Whitmore semblait attendre mon appel, car sa voix était très calme. « C'est l'automne » dit-il simplement. « Je suppose que la visite de Karen vous a éclairé. »« C'est tout à fait ça » répondis-je. Je ne resterai pas silencieux pendant qu'il tente de me discréditer. Dites-moi simplement ce que vous attendez de moi. Après une brève pause, son ton trahit une approbation à peine perceptible. Présentez-vous vendredi soir au manoir Whitmore. Nous organisons un dîner familial. Rien de moins que le dossier. Le vendredi est arrivé comme une tempête à laquelle je m'étais préparée. Bien qu'il semblait inconscient de la tension sous-jacente, Daniel était revenu en ville. La seule information que je lui avais donnée était que j'assisterais au dîner. Son sourire détendu semblait indiquer qu'il espérait des retrouvailles. Je succombais à ses illusions. Avec toutes ses fenêtres illuminées et sa longue allée bordée de voitures de luxe, la maison scintillait dans le crépuscule hivernal. La salle à manger avait été préparée pour impressionner, avec son cristal, son argenterie et son centre de table composé de lys blanc. Céleste apparut dans une robe qui semblait avoir été faite sur mesure plus tôt dans la journée, son sourire aussi incisif que des éclats de verre. La soirée a commencé dans une ambiance courtoise, les hôtes discutant avec désinvolture de leur prochain voyage et de l'actualité boursière. M. Whitmore, qui touchait à peine son assiette, restait assis à la tête de la table. J'ai attendu, suivant son exemple. Son verre de vin était posé sur la table depuis le milieu du plat principal. Nous devons avoir une discussion en famille à ce sujet, a-t-il ajouté d'une voix qui commandait le respect. Avec une pointe de scepticisme, Céleste tourna son regard vers moi. Je sortis le dossier de mon sac à dos et le posai sur la table qui nous séparait. « Vous préférez peut-être que je vous explique avant le dessert ?» répondis-je d'un ton plutôt neutre. Il s'ensuivit un silence si profond qu'on aurait presque pu le toucher. M. Whitmore évita le regard de Céleste. Il fixa son regard sur l'homme identique à celui de la photo, assis à côté d'elle. « Nous allons avoir de la visite dans un instant », nous informa-t-il. « Inspecteur Holt. Si vous voulez bien… » Les portes battantes s'ouvrirent. 2 policiers en uniforme suivirent Karen qui entrait. Enfin, le sourire de Céleste commença à se dessiner. L'inspecteur Holt entra dans la pièce par les doubles portes, et toute la pièce s'assombrit. À ses côtés se tenaient 2 policiers en uniforme. L'air sembla se raréfier lorsqu'ils posèrent le pied sur le marbre. Même si leurs bottes ne faisaient pratiquement aucun bruit, la fourchette que Céleste tenait à la main lui échappa, rompant le silence avec un bruit métallique. « Ceci est un mandat officiel », dit Holt en posant un épais dossier sur la table. Elle parlait d'une voix calme et posée. « Céleste Whitmore, vous faites l'objet d'une enquête pour fraude, coercition et falsification de documents financiers. » On aurait dit que la table avait cessé de respirer, à mi-chemin de son verre. Daniel s'arrêta, les yeux rivés sur son père à la tête de la table et sur moi. M. Whitmore restait immobile,
son seul mouvement étant le tournoiement mesuré d'une petite pièce de monnaie qu'il tenait entre ses doigts. Il y eut un silence complet, à l'exception du doux tintement du métal contre la chair, Slecht tinted rire, mais sa voix se brisa. C'est ridicule. D'un ton ferme, je répondis. Tout est là, en tapotant le dossier où j'avais rangé toutes les preuves, chaque virement, chaque message, chaque menace. Les chaises raclèrent le bois brillant lorsque les policiers entrèrent dans la pièce. Quelque part, un visiteur murmura une requête. Le dernier claquement perçant des menottes fit taire le cri de Céleste. Tout en la laissant passer devant moi et en cherchant de la pitié dans ses yeux, je gardais mon regard fixé sur elle. Nous n'avions plus rien à lui offrir. La pièce fut plongée dans un silence feutré lorsque les portes se refermèrent. La voix de Dany le rompit. « Tu aurais pu me le dire ?»« J'aurais pu, » répondis-je. « Mais alors tu aurais dû choisir avant de connaître la vérité. » En se levant, M. Whitmore fit délicatement tinter la pièce sur la table. Le cours est terminé. Rejoignez-moi pour une promenade en plein air. Automne. Malgré le vent glacial de l'hiver, je me sentais plus légère. Dans mon esprit, cela allait être un moment de triomphe, mais c'était plutôt serein, inébranlable et définitif. En fin de compte, il ne s'agissait pas de chercher vengeance. Mon objectif était de mettre fin à la tromperie et de commencer à vivre une vie libérée de ce fardeau